Par une soirée brumeuse de la fin octobre, dans les rues presque désertes de Londres, le jeune capitaine Arthur Hastings sortait d'un dîner tardif chez un ami de son club. L'air était humide, les réverbères dessinaient des halos flous dans la brume, et l'atmosphère semblait faite pour éveiller l'imagination et inviter à la rêverie. Tandis qu'il marchait lentement vers son logement de Mount Street, les pensées de Hastings vagabondaient sans but précis, et il ne s'attendait nullement à ce que cette nuit monotone prenne un tour tout à fait extraordinaire. Il venait de dépasser Grosvenor Square lorsqu'un cri retentit soudainement dans la nuit. Un cri bref, perçant, déchirant, suivi d'un silence angoissant. Instinctivement, Hastings s'arrêta, le cœur battant. L'appel semblait provenir d'un immeuble imposant dont l'entrée principale était dissimulée derrière un petit jardin bordé de grilles en fer forgé. Sans hésiter, poussé par une curiosité naturelle mais aussi un sens profond du devoir, Hastings s'élança vers la porte. À sa surprise, celle-ci n'était pas verrouillée. Il la poussa doucement, et entra dans le vestibule obscur. Il appela à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse. L'immeuble semblait inhabité, ou du moins plongé dans un silence presque oppressant. Une lumière tremblotante filtrait sous une porte à l'étage. Hastings gravit prudemment l'escalier, et frappa doucement. Nul ne répondit. Il ouvrit alors la porte avec précaution et découvrit une pièce en désordre, avec des rideaux tirés et un fauteuil renversé. Un parfum entêtant d'éther flottait dans l'air. Sur le tapis, gisait un homme d'âge moyen, inconscient, le visage blême et les vêtements froissés. À ses côtés, une femme d'une grande beauté, en robe sombre, le regard paniqué, tenait un flacon à moitié vide. Elle se leva vivement à l'arrivée de Hastings et s'exclama d'une voix tremblante. « Je vous en prie, aidez-moi. Il a été empoisonné. Mais ce n'est pas moi, je vous le jure. » Hastings, encore sous le choc de la scène, demanda immédiatement qu'on appelle un médecin. Mais au fond de lui, il savait que cette affaire dépassait ses compétences. Il pensa aussitôt à son vieil ami, le célèbre détective belge, Hercule Poirot. Le lendemain matin, dans le petit appartement cosy de Poirot, situé dans un immeuble tranquille de Londres, le détective savourait son chocolat chaud, bien installé dans son fauteuil préféré. Il écouta le récit de Hastings sans l'interrompre, les doigts croisés sous le menton, les yeux brillants de curiosité. « Mon ami, dit-il enfin, vous avez eu là une aventure tout à fait intrigante. Une pièce verrouillée, un homme inconscient, une femme mystérieuse. Voilà de quoi aiguiser les petites cellules grises. Allons voir cet appartement ensemble, voulez-vous » Hastings acquiesça sans hésiter. Ensemble, ils se mirent en route vers le lieu du drame, où Poirot commença aussitôt son minutieux examen des lieux. Il observa chaque détail, du tapis légèrement froissé à la bouteille de parfum renversée, en passant par une empreinte presque invisible sur le parquet ciré. Le détective ne disait mot, mais ses yeux vifs et méthodiques enregistraient tout. Il se tourna finalement vers Hastings et déclara avec un petit sourire énigmatique. « Mon ami, je crois que nous sommes en présence non pas d'un accident, mais d'un crime soigneusement dissimulé. » Et c'est ainsi que débuta l'enquête étrange et captivante de l'appartement mystérieux. L'appartement demeurait enveloppé dans une atmosphère étrange. Le jour à peine levé ne parvenait pas à dissiper complètement l'impression de malaise qui s'en dégageait. Les volets toujours clos, les rideaux lourds retombant sur les fenêtres, les meubles silencieux comme des témoins muets d'un drame encore mal compris. Hercule Poirot avança lentement dans la pièce, chaque pas mesuré, chaque mouvement empreint d'une précision presque cérémonieuse. Il s'agenouilla près du fauteuil renversé, observa la position du corps, puis se releva pour s'approcher d'un guéridon sur lequel trônait un téléphone dont le fil avait été discrètement sectionné. « Intéressant, très intéressant », murmura-t-il plus pour lui-même que pour Hastings, qui le suivait avec une attention mêlée d'admiration et de perplexité. Poirot se tourna alors vers la femme qui était restée silencieuse dans un coin de la pièce. Elle était jeune, ses traits délicats marqués par l'angoisse. Son regard se perdait parfois dans le vide, parfois dans les gestes du détective. « Mademoiselle, » dit Poirot d'un ton poli mais ferme, « je vous prie de me dire exactement ce qui s'est passé ici hier soir. Ne laissez rien de côté. » Elle sembla hésiter, ses mains se tordaient nerveusement, puis elle parla d'une voix basse. « Il s'appelle Monsieur Davenham. C'est un vieil ami de mon père. Je suis venu lui rendre visite pour lui parler d'une affaire de famille. Mais à peine arrivé, il s'est effondré. Il avait préparé du thé, mais il n'en a pas bu. Je ne comprends pas.
Je jure que je n'ai rien fait. Poirot inclina la tête sans répondre. Il s'approcha ensuite de la tasse laissée intacte sur la petite table. Il observa la vaisselle, l'arrangement des objets, puis il sourit doucement. Et pourquoi ne pas avoir appelé immédiatement à l'aide, mademoiselle? Elle détourna les yeux. J'ai eu peur. La situation était étrange. Je n'ai pas su quoi faire. Et elle n'acheva pas sa phrase. Poirot comprit. Il s'approcha d'elle, sans la brusquer. Vous craignez que l'on ne vous croie pas. Vous pensiez que tout vous désignerait comme coupable. N'est-ce pas? Elle hocha la tête en silence. Je ne vous condamne pas, mademoiselle, mais ce silence vous est désormais un fardeau. Il se tourna ensuite vers Hastings. Mon ami, nous allons rendre visite à monsieur l'inspecteur Japp. Cette affaire a un parfum particulier. Elle est faite d'ombre et de lumière, de silence trop plein et de paroles trop vides. Je sens que derrière cette façade se cache un mensonge soigneusement construit. Quelques heures plus tard, dans le bureau de l'inspecteur Japp à Scotland Yard, Poirot exposait calmement les faits, avec ce ton précis et détaché qui le caractérisait. Japp fronça les sourcils. Empoisonnement possible, téléphone coupé, aucun témoin. Et vous pensez qu'elle ment? Poirot sourit de ce sourire contenu qui annonçait souvent une conclusion imminente. Non, mon ami. Je pense qu'elle dit la vérité. Mais elle n'a pas tout vu. Ce qui s'est passé dans cet appartement est l'œuvre de quelqu'un d'extrêmement habile. Et je suis convaincu que M. Davenham n'est pas un simple malade. Il a été la cible d'un plan mûrement réfléchi. Le regard de Japp se durcit. Très bien, Poirot. Faites ce que vous avez à faire. Mais attention, cette affaire pourrait bien être plus compliquée que vous ne le croyez. Poirot se leva, boutonna sa veste, ajusta son nœud de cravate et déclara avec calme. Rien n'est jamais trop compliqué pour l'ordre et la méthode, mon cher. La vérité se cache souvent là où l'on regarde le moins. Allons-y, Hastings. L'appartement a encore des choses à nous révéler. Ils repartirent ensemble, tandis que Londres, derrière ses façades grises, semblait retenir son souffle. Le ciel de Londres s'était assombri davantage, comme si la ville tout entière pressentait la gravité de ce qui se tramait dans l'ombre. De retour dans l'appartement où le mystère avait pris racine, Hercule Poirot avançait avec lenteur, les mains croisées dans le dos, le regard aussi vif que silencieux. Chaque objet lui parlait, chaque recoin semblait renfermer un soupçon, une énigme, une faille. Hastings, de son côté, observait les gestes de son ami sans toujours en comprendre la portée. Pourtant, il savait, par une sorte d'instinct né de l'habitude, que quelque chose d'essentiel s'approchait. Poirot s'arrêta devant une bibliothèque encastrée dans le mur. Ses yeux glissèrent sur les reliures, s'arrêtant ici et là sur un volume décalé, une étagère poussiéreuse, un livre trop neuf. Il tendit la main et tira un ouvrage bleu foncé. Derrière, un mince carnet dissimulé glissa et tomba sur le tapis. Il le ramassa avec soin, l'ouvrit et feuilleta lentement les pages. « Voilà quelque chose d'intéressant, » dit-il doucement. « Ce petit carnet contient des notes personnelles. Des rendez-vous, des noms, des lieux. » Il s'assit et fit signe à Hastings de se rapprocher. « Regardez cette page, mon ami. Mardi dernier, il est noté à 18h, rencontre avec C. Puis, plus bas, une annotation effacée, mais on peut encore lire une partie du mot « chantage ». Et ici, plus étrange encore, une série de chiffres et de lettres. Une sorte de code, peut-être? Hastings prit le carnet entre ses mains. Vous pensez qu'il s'agirait d'un rendez-vous avec un maître chanteur? Poirot acquiesça lentement. C'est une hypothèse que je ne néglige pas. Monsieur Davenham était un homme de réputation irréprochable, mais nul n'est à l'abri d'un secret. Ce que je cherche à comprendre, c'est la nature exacte de ce secret. Ils furent interrompus par l'arrivée du concierge de l'immeuble, un vieil homme discret, au regard inquiet. « Messieurs, j'ai cru bon de vous signaler quelque chose. Hier soir, j'ai vu une silhouette sortir par la porte de service. C'était tard. Très tard. Et la personne ne m'était pas familière. » Poirot s'approcha, attentif. « Pouvez-vous décrire cette personne? Était-ce un homme? Une femme? » Le vieil homme plissa les yeux. « C'était rapide, monsieur. Mais je dirais, un homme. Grand, un manteau sombre,
un chapeau large. Il marchait vite, comme s'il ne voulait pas qu'on le voie. Poirot remercia le concierge avec chaleur. C'est une information précieuse. Cela confirme ce que je soupçonnais. L'auteur de cette mise en scène est quelqu'un d'organisé. Quelqu'un qui connaît bien les habitudes de la victime, et qui a su frapper au bon moment. Puis il se tourna vers Hastings. Et maintenant, mon ami, allons rendre visite à mademoiselle Lemoine. Elle a omis de nous dire une chose importante. Et je crois savoir laquelle. Quelques heures plus tard, dans le petit salon d'un hôtel discret du quartier de Bloomsbury, mademoiselle Lemoine les attendait. Elle était pâle, nerveuse, et ses doigts jouaient sans cesse avec le médaillon suspendu à son cou. « Mademoiselle, dit Poirot d'une voix douce mais ferme, j'ai relu les notes du carnet de Monsieur d'Avenhem. Il y est question d'un chantage, et d'un rendez-vous mystérieux. Je vous en prie, si vous savez quelque chose, dites-le. Chaque détail peut nous aider. » Elle resta silencieuse un moment, puis, les yeux pleins de larmes, elle se confia. « C'est vrai. Il m'avait dit avoir reçu des lettres de menace. Il ne voulait pas en parler à la police. Il pensait pouvoir gérer cela seul. Je lui ai supplié de ne pas y aller ce soir-là, mais il était déterminé. Il disait que c'était la dernière fois, qu'il allait tout arranger. » Elle s'effondra, secouée de sanglots. Poirot lui tendit un mouchoir avec délicatesse. « Merci, mademoiselle. Votre sincérité nous aidera à démêler cette affaire. Je crois que la vérité est proche. Très proche. » Et tandis que la jeune femme reprenait son souffle, Poirot se leva, l'œil brillant. « Hastings, nous avons ce qu'il nous faut. Demain, nous tendrons un piège. Et je vous garantis que le coupable y tombera. » Le lendemain matin, Londres s'éveilla sous un ciel gris-perle. La brume s'était un peu levée, mais une fine pluie persistante recouvrait les trottoirs d'un voile luisant. Hercule Poirot, élégant comme toujours, malgré le temps morose, se tenait droit devant une petite table de café en terrasse, abritée sous un grand auvent. Il attendait. Hastings, emmitouflé dans son manteau, le rejoignit quelques minutes plus tard, frissonnant légèrement. « Poirot, vous comptez vraiment rester ici? Par un temps pareil ?» Le détective sourit doucement, sans détourner les yeux de la rue. « Mon ami, lorsqu'on prépare un piège, il faut savoir attendre. Le filet est tendu. Il ne reste qu'à observer, et à être patient. » Hastings jeta un coup d'œil autour de lui, sans rien remarquer de particulier. Des passants pressés, des voitures noires glissant lentement dans les flaques, le cliquetis d'un tram au loin. Rien ne semblait indiquer que cette matinée allait faire basculer l'enquête. Poirot, lui, restait impassible. Il suivait du regard un jeune livreur qui pénétra dans l'immeuble de Monsieur d'Avenhem, portant une boîte soigneusement ficelée. Puis, quelques minutes plus tard, un homme en costume sombre descendit rapidement les marches. Il regardait à gauche, à droite, puis tourna à l'angle sans voir les deux hommes attablés. Poirot se leva d'un bond. Il sortit une petite montre de sa poche, regarda l'heure avec satisfaction, et déclara « Parfaitement à l'heure. C'est notre homme. Allons-y, Hastings. » Ils suivirent discrètement l'individu à travers plusieurs rues. Ce dernier marchait vite, nerveusement, sans se retourner. Il entra dans un hôtel modeste, jeta un œil au comptoir puis monta les escaliers. Poirot et Hastings attendirent quelques instants, puis franchirent eux aussi la porte. L'inspecteur Japp les attendait déjà dans le hall, comme convenu. « Je l'ai vu. Chambre 23, a-t-on dit à la réception. On y va. » Poirot hocha la tête. En silence, ils montèrent l'escalier, et Japp frappa 3 coups secs à la porte. « Police. Ouvrez, s'il vous plaît. » Un bruit sourd se fit entendre à l'intérieur. La porte s'ouvrit lentement. L'homme les regarda, pâle, les traits tirés, la mâchoire crispée. « Que se passe-t-il » Poirot s'avança, le regard pénétrant. « Monsieur Cécile Langdon, je crois ? Je suis Hercule Poirot. Et je vous conseille vivement de nous dire tout ce que vous savez sur la nuit où Monsieur d'Avenhem a été retrouvé inconscient dans son appartement. » L'homme hésita. Il recula d'un pas. Puis, sans prévenir, il tenta de claquer la porte. Mais Japp, vif, la bloqua de l'épaule et le saisit fermement par le bras. « Pas de bêtises, Monsieur Langdon. » Coincé, l'homme se laissa tomber sur le lit, la tête entre les mains. « Très bien.
Très bien. Je vais tout dire. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne voulais pas qu'il meure. C'était juste une mise en garde, un avertissement. Il m'avait volé. Il m'avait menti pendant des années. Il m'avait ruiné. Poirot s'approcha, calme et attentif. Parlez. Dites tout. Langdon reprit, d'une voix tremblante. J'ai découvert que Davenhem blanchissait de l'argent. Il utilisait des noms d'emprunt. Il envoyait des fonds à l'étranger. J'avais des preuves. J'ai voulu l'obliger à me rembourser. Je lui ai écrit. Je l'ai menacé. Je suis allé le voir cette nuit-là. Mais il s'est moqué de moi. Alors, j'ai mis de l'éther dans son verre. Juste pour lui faire peur. Je pensais qu'il se réveillerait rapidement. Je n'ai pas voulu ça. Poirot l'observait, sans exprimer ni colère ni pitié. Et la femme qui était présente, Mademoiselle Lemoine, était-elle complice? Langdon secoua la tête. Non, elle n'y était pour rien. Elle est arrivée plus tard. Elle ne savait rien. Poirot échangea un regard avec Japp. Ce dernier se contenta de dire « Très bien. Vous viendrez avec nous. Et vous répéterez tout cela au commissariat. » Tandis que Langdon était escorté hors de la chambre, Poirot, les bras croisés, fixa longuement la fenêtre embuée. Puis, se tournant vers Hastings, il déclara « Voilà le premier rideau levé. Mais ce n'est pas la fin, mon ami. Ce Langdon n'est qu'un pion. Le vrai cerveau, lui, se cache encore dans l'ombre. Et je compte bien le démasquer. » Le vent avait forci dans les rues de Londres. Les feuilles mortes tourbillonnaient contre les trottoirs humides, emportées comme des secrets que la ville cherchait à dissimuler. Mais pour Hercule Poirot, chaque coup de vent, chaque détail, chaque omission était une piste. Rien ne lui échappait. Rien ne devait lui échapper. De retour dans son appartement, assis bien droit dans son fauteuil préféré, Poirot réfléchissait, les yeux mi-clos, les doigts joints sous son menton. Face à lui, Hastings, inquiet, tournait en rond. Alors, c'est terminé? Langdon a tout avoué. Davenhem a survécu. Il n'y a pas eu de meurtre. Poirot rouvrit les yeux et fit non de la tête. Non, mon ami. Ce serait trop simple. Trop grossier. Langdon est coupable, certes, d'avoir voulu faire peur à Davenhem. Mais l'éther, ce n'est pas ce qui a mis la victime dans un tel état. Davenhem n'a pas simplement perdu connaissance. Il a été drogué avec une substance bien plus rare, plus sophistiquée. Et je crois que cette vérité-là, Langdon l'ignore lui-même. Hastings se figea. Vous pensez qu'un autre est intervenu? Poirot se leva lentement, l'air grave. Je le pense, et j'en suis même certain. Ce n'est pas un simple crime passionnel ou une querelle d'argent. Il y a autre chose. Quelqu'un joue une partie d'échecs dans l'ombre, et il avance ses pions avec prudence. Poirot s'approcha alors de son secrétaire, en sortit une lettre qu'il tendit à Hastings. Cette lettre est arrivée ce matin. Une lettre anonyme. L'écriture est fine, élégante, féminine, mais le contenu. Hastings lut à voix haute. Si vous cherchez la vérité sur Davenhem, ne vous arrêtez pas à Langdon. L'homme que vous traquez est plus proche que vous ne le croyez. Il vous observe, il vous teste. Faites attention à vous. Poirot reprit doucement. Intéressant, n'est-ce pas? Cela signifie deux choses. 1. Quelqu'un suit notre enquête de très près. 2. Cette personne connaît des détails que seule une main impliquée pourrait connaître. Il se redressa, le regard décidé. Nous devons parler à Davenhem lui-même. Il est désormais réveillé. Il a quitté l'hôpital ce matin. Et je soupçonne qu'il en sait bien plus qu'il ne veut l'admettre. Ils se rendirent chez l'homme d'affaires dans l'après-midi. La maison de Davenhem, située dans un quartier cossu, dégageait une austérité presque militaire. La gouvernante les fit entrer, et ils furent conduits dans un salon richement décoré, où M. Davenhem les attendait. Il avait le teint pâle, les traits tirés, mais ses yeux brillaient d'une intelligence froide. Il accueillit Poirot avec une politesse distante. « Monsieur Poirot, je vous remercie d'être venu. Je suppose que vous avez des questions. » Poirot s'installa en face de lui, et répondit avec calme. « En effet, Monsieur Davenhem, vous avez été retrouvé inconscient. Mais ce qui m'intrigue,
c'est que vous avez mis du temps à vous réveiller. Trop de temps. L'éther seul n'explique pas cet état. Davenham se crispa. Que voulez-vous dire? Poirot pencha légèrement la tête. Je veux dire que quelqu'un d'autre vous a administré une drogue. Quelqu'un qui est entré après le départ de Langdon. Quelqu'un qui savait exactement quoi faire, et qui a eu tout le temps d'effacer ses traces. Le silence tomba dans la pièce. Puis Davenham murmura, la voix plus basse. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais son regard évitait celui de Poirot. Ses mains tremblaient. Poirot insista. Vous mentez, monsieur Davenham. Et vous savez pourquoi je le sais? Parce que vous êtes un homme d'affaires. Un homme puissant. Mais aussi un homme prudent. Et vous avez protégé quelque chose. Pas votre vie. Non. Autre chose. Quelque chose de plus précieux encore. Davenham se leva brusquement. Cette conversation est terminée. Poirot le regarda sans bouger, puis se leva à son tour. Comme vous voudrez. Mais je vous préviens, monsieur Davenham. La vérité vous rattrapera. Elle a toujours cette élégance cruelle d'apparaître quand on s'y attend le moins. Sur le chemin du retour, Hastings rompit le silence. Vous pensez qu'il se cache? Poirot répondit d'une voix basse et grave. Il se cache, oui. Mais pas seul. Et je crois que cette femme, mademoiselle Lemoine, est peut-être la clé. Elle sait plus qu'elle n'a dit. Et demain, nous la confronterons. Le lendemain, une lueur pâle filtrait à travers les rideaux de l'appartement de Poirot, dont le petit déjeuner était disposé avec soin sur une table ronde, tasse de chocolat fumant, 2 toasts impeccablement dorés, et quelques tranches de poire parfaitement alignées sur une assiette en porcelaine blanche. Hastings, arrivé tôt, avait renoncé à comprendre les rituels matinaux de son ami. Il s'assit en silence, respectant le calme méthodique avec lequel Poirot organisait ses pensées. Poirot posa délicatement sa serviette et déclara sans détour. « Aujourd'hui, mon ami, nous allons tirer le fil le plus fragile du tissu. Et si j'ai raison, toute la tapisserie tombera d'un bloc. » Hastings le regarda, intrigué. « Vous parlez de mademoiselle Lemoine ?»« Précisément. Elle a menti par omission. Et cette omission n'est pas anodine. Elle a vu quelque chose. Ou bien, elle a compris quelque chose. Et le plus intéressant, c'est qu'elle n'a jamais expliqué ce qu'elle faisait réellement chez monsieur Davenham cette nuit-là. En milieu de matinée, ils se présentèrent à la pension discrète où résidait la jeune femme. Un lieu modeste, propre, au parfum de cire et de lavande. Elle les accueillit dans un petit salon privé, les traits tirés, mais le regard moins fuyant que les jours précédents. Poirot s'assit sans précipitation, puis, avec la douceur trompeuse d'un chat prêt à bondir, il commença. « Mademoiselle, je vais aller droit au but. Vous êtes entrée dans cet appartement avec un but précis. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Vous cherchiez quelque chose. » Elle ouvrit la bouche, mais Poirot l'interrompit d'un geste élégant de la main. « Je ne vous accuse pas. Je vous protège. Car je pense que vous vous êtes trouvé au cœur d'un engrenage qui vous dépasse. » Elle hésita, puis ses épaules s'affaissèrent. Elle baissa les yeux. « Vous avez raison. Ce n'était pas une simple visite. » Elle marqua une pause, puis continua d'une voix plus grave. « J'avais rendez-vous avec lui, pour récupérer des lettres. Des lettres que mon père lui avait confiées avant sa mort. Des documents compromettants, qui concernaient des transactions illégales. Monsieur Davenham avait promis de me les rendre. Il disait qu'il voulait nettoyer son passé. Mais en arrivant, j'ai trouvé la porte entr'ouverte. Et lui, inconscient. » Poirot hocha la tête, satisfait. « Voilà. Vous voyez comme tout devient plus clair une fois que la vérité entre dans la pièce. » Elle le regarda avec une expression étrange, presque de soulagement. « Je n'ai pas osé le dire à la police. J'avais peur qu'on pense que j'avais voulu le faire chanter, moi aussi. » Poirot se leva, s'approcha d'elle, et parla doucement. « Mademoiselle, ce que vous avez vu cette nuit-là pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Vous souvenez-vous d'un détail, d'un son, d'une odeur, d'un objet déplacé ?» Elle ferma les yeux un instant, comme pour revivre la scène. Il y avait une cigarette. Une seule, écrasée dans le cendrier. Et Davenham ne fumait jamais. Jamais. Il détestait ça.
Poirot échangea un regard rapide avec Hastings. Une cigarette. Cela signifie qu'il n'était pas seul. Que quelqu'un d'autre était là, avant ou après Langdon. Et cette personne s'est crue assez habile pour laisser une trace subtile. Il se tourna vers Hastings. « Mon ami, nous avons notre indice. Demain, nous irons interroger un certain monsieur Carlisle. Un financier discret, partenaire de Davenham dans plusieurs opérations à l'étranger. Et accessoirement, un fumeur invétéré. » De retour dans les rues de Londres, le vent s'était levé de nouveau. Les cloches d'une église proche sonnèrent midi avec lenteur, comme un rappel du temps qui passe, inexorable, emportant avec lui les faux-semblants. Poirot marchait d'un pas vif, le regard allumé. Cette affaire, Hastings, n'est pas un simple accident. C'est un théâtre. Chaque personnage joue son rôle, parfois même sans savoir dans quelle pièce il évolue. Mais moi je lis entre les lignes. Et je commence à comprendre le véritable scénario. Le bureau de M. Carlisle se trouvait dans une petite rue élégante de Mayfair, derrière une façade discrète et sans enseigne, comme le sont souvent les affaires les plus lucratives et les plus troubles. En montant les marches de pierre polie, Hastings jeta un regard à Poirot. « Vous pensez vraiment qu'il est impliqué ?» Poirot répondit, l'œil plissé. « Impliqué, oui. Coupable, cela reste à démontrer. Mais tout ce que j'ai appris de lui le rend intéressant. Trop prudent, trop silencieux, trop lisse. Et surtout, il fume. » Il fut reçu dans un salon feutré, où les murs étaient couverts de boiseries sombres et de tableaux austères. Une pendule ancienne battait lentement le rythme du temps, tandis qu'un feu discret brûlait dans la cheminée. Monsieur Carlisle entra quelques instants plus tard. Grand, mince, impeccablement vêtu, il portait une bague d'or à l'annulaire droit et une cigarette allumée entre les doigts. Poirot ne manqua pas de l'observer avec un léger sourire. « Messieurs, dit Carlisle avec politesse, à quoi dois-je le plaisir de cette visite ?» Poirot s'inclina légèrement. « Nous venons vous parler d'un homme que vous connaissiez bien, monsieur Davenham. » Carlisle eut un mince sourire. « Ah, Davenham. Un homme ambitieux. Un peu trop, peut-être. Mais je doute que vous soyez ici pour parler affaires. » Poirot inclina la tête. « Vous avez raison. Je suis ici pour parler de vérité. Et de silence. Le vôtre, en particulier. » Le silence tomba, pesant, avant que Poirot ne reprenne. « Vous êtes entré chez Davenham la nuit de l'incident. Vous avez laissé une cigarette dans le cendrier. Une seule. Votre signature. » Carlisle sourit à nouveau, mais cette fois, son regard avait durci. « Vous êtes très bien informé. Mais je vous assure, je n'ai rien à cacher. Oui, je suis allé le voir ce soir-là. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, j'ai senti qu'il était tendu. Je ne suis pas resté longtemps. Il a refusé de me rendre certains documents. Et m'a menacé. Je suis parti. C'est tout. » Poirot resta immobile, ses mains jointes devant lui. « Non, monsieur Carlisle. Ce n'est pas tout. Vous l'avez menacé aussi. Et vous saviez qu'il avait rendez-vous avec Langdon. Vous avez attendu leur affrontement, et ensuite, vous êtes revenu. » Carlisle fit un pas en arrière, mais garda son calme. « Vous n'avez aucune preuve. » Poirot s'avança d'un pas, implacable. « La preuve, monsieur Carlisle, est dans le mélange subtil des parfums dans l'appartement. Le cigare de Langdon, l'éther de la fiole, et la cendre d'une cigarette d'importation turque. La vôtre. Mais plus encore. Mademoiselle Lemoine vous a vu. Elle n'a pas osé parler, mais elle vous a croisé dans l'escalier. » Un éclat de colère traversa les yeux de Carlisle. « Elle ment. Elle n'a rien vu. » Poirot le fixa avec intensité. « Elle vous a vu. Et elle a reconnu votre parfum. Celui que vous portez en ce moment même. Une senteur rare, musquée, orientale. Très peu d'hommes la portent. Trop rare pour passer inaperçu. » Carlisle s'effondra alors dans le fauteuil le plus proche, le regard vide. Il allait me dénoncer. Il voulait se retirer des affaires. Il avait des copies des dossiers. Je n'avais pas le choix. Poirot hocha lentement la tête. « Vous n'avez pas tué, mais vous avez agi. Vous avez administré la drogue pendant qu'il était inconscient. Pas pour le tuer, non. Juste pour qu'il oublie.
pour qu'il doute de lui-même. Mais vous avez échoué. Carlisle murmura, d'une voix rauque. Et maintenant? Poirot se tourna vers Hastings, puis déclara. Maintenant, monsieur Carlisle, je vous laisse entre les mains de l'inspecteur Japp. Quant à moi, je vais m'occuper de restaurer la vérité. Car si vous êtes le manipulateur, je crois qu'il y a encore une autre main derrière la vôtre. Une main qui a tout orchestré. Le soir était tombé sur Londres, et dans l'appartement de Mount Street, une lampe à abat-jour diffusait une lumière douce sur les rideaux tirés et le parquet soigneusement ciré. Poirot, immobile devant la fenêtre, contemplait les ombres du dehors, comme s'il attendait un signe que seule la nuit pouvait lui donner. Hastings, assis à sa droite, restait silencieux, respectant ce moment de réflexion. Après plusieurs minutes, Poirot se tourna lentement vers lui, les mains jointes, le regard grave. « Hastings, je vous ai dit qu'un cerveau dirigeait cette affaire depuis l'ombre. Ce cerveau, ce n'est pas Langdon. Ce n'est pas Carlisle. Et ce n'est même pas Davenham, malgré ses multiples secrets. » Hastings se pencha légèrement, intrigué. « Vous parlez de quelqu'un d'autre? Mais, qui ?» Poirot s'avança vers son secrétaire, ouvrit un tiroir et en sortit une photographie ancienne. On y voyait 3 hommes assis à une table de réunion. Davenham, Carlisle et un troisième visage, sévère, les yeux durs, presque inquisiteurs. Voici monsieur Armand Leclerc. Je ne connais pas ce nom. Normal. C'est un homme qui déteste qu'on parle de lui. Il est le fondateur silencieux d'une société offshore qui finançait discrètement les affaires de Davenham et de Carlisle. Un homme de l'ombre, qui n'apparaît jamais dans les registres officiels. Poirot posa la photo sur la table, puis poursuivit. Or, ce Leclerc est revenu à Londres il y a 2 semaines. Et savez-vous où il réside? Hastings secoua la tête. À l'étage supérieur de l'immeuble de Davenham. Dans un appartement discret, avec une entrée séparée. Hastings écarquilla les yeux. Vous voulez dire que... Oui, Hastings. Il était là. Le soir du drame. Il a tout vu. Et plus encore, je pense qu'il a tout organisé. Poirot marcha lentement dans la pièce, comme pour faire danser ses pensées avec ses pas. Récapitulons. Davenham voulait se retirer des affaires douteuses. Il comptait remettre à Mademoiselle Lemoine des documents compromettants. Langdon, ruiné, voulait se venger. Carlisle, menacé, a tenté de brouiller les pistes. Mais Leclerc, lui, voulait faire disparaître toute trace. Et c'est lui qui a drogué Davenham. Poirot s'arrêta. Je le pense. Pendant que Davenham était inconscient à cause de Langdon, Leclerc est entré. Il a administré une seconde dose, bien plus subtile, faite pour provoquer une confusion prolongée. Il a fouillé, détruit, effacé. Puis il est reparti par sa propre entrée, invisible. Hastings souffla, abasourdi. C'est un plan diabolique. Poirot reprit la photo et la rangea. Et nous allons le confronter. Ce soir. Ils sortirent dans la rue humide, l'air chargé d'une tension invisible. En quelques minutes, ils atteignirent l'immeuble. Poirot demanda au concierge de les laisser monter à l'étage supérieur. Une fois devant la porte, il frappa 3 coups, avec assurance. Après un court silence, un homme élégant, au visage sévère et aux cheveux argentés, ouvrit. Son regard glissa de Poirot à Hastings, puis il sourit. « Je m'attendais à votre visite, monsieur Poirot. Entrez donc. » Le salon dans lequel ils pénétrèrent était austère, presque vide. Une bibliothèque, un bureau, une lampe. Leclerc les invita à s'asseoir et croisa les doigts. Poirot l'observa en silence un instant, puis parla. « Vous étiez là. Le soir du drame. Vous avez vu Langdon entrer. Puis vous avez attendu. Vous saviez que Davenham avait conservé des copies des dossiers. Et vous ne pouviez pas prendre ce risque. » Leclerc resta de marbre. « Vos déductions sont impressionnantes. Mais vous n'avez aucune preuve. » Poirot sourit calmement. « Détrompez-vous. Vous avez détruit les originaux, mais vous avez oublié une chose. Davenham, dans sa paranoïa, avait glissé une copie dans un compartiment secret de sa bibliothèque. Compartiment que j'ai découvert ce matin. Et ces documents sont désormais entre les mains de Scotland Yard. Pour la première fois,
Un frémissement passa sur le visage de Leclerc. Poirot poursuivit. Vous êtes un homme prudent, monsieur Leclerc. Mais vous avez sous-estimé l'attachement de Davenhem à ses secrets. Leclerc se leva, lentement, et déclara froidement. Très bien. Vous m'avez eu. Poirot fit un signe à Hastings, qui ouvrit la porte. L'inspecteur Japp attendait dans le couloir. En quelques secondes, Leclerc fut arrêté, sans un mot, sans résistance. De retour dans la rue, Poirot respira profondément. Une toile d'araignée complexe, mon ami. Mais à la fin, même les plus belles toiles finissent par se déchirer. La tempête semblait passer. Londres, lavée par les pluies de la veille, retrouvait un calme tendu, presque solennel, comme si la ville elle-même ressentait que la vérité était proche, tout proche. Dans son appartement impeccablement ordonné, Hercule Poirot était debout devant sa fenêtre, mains croisées dans le dos, regard fixé sur l'horizon invisible derrière les toits humides. Hastings, quant à lui, feuilletait un journal du matin. On parle de Leclerc dans tous les articles, Poirot. L'homme mystérieux derrière les affaires Davenhem. Une arrestation sans scandale, sans résistance. On dirait presque qu'il attendait ça. Poirot hocha lentement la tête. Bien vu, Hastings. Ce genre d'homme ne fuit pas. Ils savent que leur monde est un château de cartes, et quand les murs commencent à trembler, ils préfèrent tomber avec dignité. Leclerc n'a pas eu peur. Il savait que la partie touchait à sa fin. Mais ce n'est pas encore terminé. Hastings se figea. Comment ça? Vous pensez à quoi, Poirot? Poirot se tourna vers lui, son regard brillant d'un éclat étrange. Davenhem. Hastings fronça les sourcils. Mais, il est la victime. Non? Poirot se dirigea lentement vers la cheminée, ajustant un cadre légèrement de travers. C'est ce que tout le monde pense. Mais j'ai appris, Hastings, que les victimes parfaites sont parfois les plus habiles des manipulateurs. Rappelez-vous les lettres à Mademoiselle Lemoine. Rappelez-vous le carnet, les rendez-vous codés, le refus de témoigner contre Carlisle. Tout cela n'a qu'un sens, Davenhem savait. Et s'il savait, pourquoi n'a-t-il rien dit? Pourquoi s'est-il tu? Hastings, blême, s'assit doucement. Vous voulez dire qu'il était complice? Poirot se retourna lentement. Pire, mon ami. Il était l'architecte du mensonge. Il sortit alors un autre carnet, que Japp lui avait remis la veille. Un double du carnet de Davenhem, retrouvé chez un notaire londonien après une tentative de transfert de fonds vers un compte anonyme en Suisse. Une signature y apparaissait, en bas de plusieurs pages codées, à Leclerc pour D. Hastings. Davenhem avait monté toute cette structure. Le blanchiment, les sociétés fictives, les comptes offshore. Carlisle et Leclerc n'étaient que des courroies. Et lorsque tout a commencé à s'effondrer, il a voulu effacer les preuves. Mais pour cela, il lui fallait un événement. Quelque chose de fort. Un scandale. Un drame. Poirot se tut un instant, puis reprit, sa voix plus grave encore. Il a orchestré sa propre chute. Il a invité Langdon, sachant que l'homme, blessé, viendrait le confronter. Il savait que Leclerc veillait. Il savait que Mademoiselle Lemoine, qu'il avait manipulée avec les lettres de son père, viendrait chercher des réponses. Il a créé un théâtre. Et il s'est allongé sur la scène, feignant l'oubli, se faisant passer pour une victime. Hastings se leva brusquement. Mais c'est monstrueux. Poirot soupira. Monstrueux, oui. Mais brillant. Il comptait faire porter le chapeau à Leclerc. Faire croire à une vengeance de Carlisle. Effacer les preuves avant de disparaître. Et repartir, avec une nouvelle identité, vers un pays lointain où il aurait vécu libre, riche et inconnu. Alors pourquoi a-t-il échoué? Parce qu'il avait oublié une chose. Laquelle? Moi. Poirot se détourna avec un petit sourire. J'ai fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. J'ai regardé le mensonge sous un autre angle. J'ai vu un homme qui savait trop de choses pour un innocent. Un homme qui ne posait jamais de questions sur son propre sort. Et qui, surtout, a menti sur ce qu'il ne se souvenait pas. Vous parlez de ces fausses pertes de mémoire. Exactement. Trop précises pour être crédibles. Et puis, un détail. Son bureau, soi-disant fouillé.
mais dans un tiroir dissimulé, que j'ai trouvé, un passeport prêt à être utilisé. Un billet pour Buenos Aires. Une fausse identité au nom de David Mann. Hastings laissa échapper un souffle long. Que va-t-il lui arriver maintenant? Poirot, pensif, répondit. Il sera arrêté dans quelques heures. Japp est en route. Davenhem a joué, et perdu. Et pour une fois, la justice n'aura pas besoin de procès spectaculaires. Elle aura quelque chose de plus rare, la vérité entière. Il se tut, puis, d'une voix soudain très douce, conclut. Tout cela pour échapper à sa conscience. Mais on ne peut jamais fuir ce qui vit en soi. Quelques jours plus tard, l'affaire Davenhem avait fait les gros titres. Tous les journaux londoniens s'étaient emparés de cette histoire aussi étrange que fascinante, où le présumé innocent s'était révélé être le chef d'orchestre d'une machination aux ramifications profondes. Le public était abasourdi. Les investisseurs outrés. Mais la vérité, telle une lumière pénétrant une pièce close depuis trop longtemps, avait tout balayé. Dans l'appartement calme de Mount Street, un soir d'hiver paisible, Hercule Poirot s'était assis face à Hastings, une tasse fumante dans la main, le regard légèrement assombri par la gravité des événements récents. Ainsi s'achève une enquête singulière, mon ami. Un crime sans cadavre. Une trahison sans cri. Une manipulation sans armes. Et pourtant, quelle violence dans ces silences, n'est-ce pas? Hastings acquiesça. Je ne me serais jamais douté que Davenhem lui-même était le maître du jeu. Poirot sourit doucement. Les vrais coupables, mon cher Hastings, ne crient jamais. Ils murmurent. Ils séduisent. Ils calculent. Et souvent, ils dorment sous des masques d'honneur. Il posa sa tasse sur la table basse, croisa les jambes, et ajouta. Ce que cette affaire nous enseigne, ce n'est pas simplement la finesse d'un esprit criminel. C'est la fragilité de l'apparence. La facilité avec laquelle nous croyons ce que l'on nous montre. Hastings soupira. Et maintenant? Poirot leva légèrement le menton. Maintenant, la justice suivra son cours. Davenhem ne pourra fuir ce qu'il a tenté d'oublier. Quant à nous, nous pouvons refermer ce chapitre, la tête haute, le cœur apaisé. Un silence doux s'installa entre eux, ponctué seulement par le tic-tac régulier de l'horloge sur la cheminée. Dehors, la ville s'endormait peu à peu, ses bruissements s'estompaient dans la brume. Poirot reprit enfin, d'une voix plus lente, plus intime. Vous qui avez écouté jusqu'au bout ce récit, vous avez été plus qu'un simple témoin. Vous avez marché à nos côtés dans les ruelles de Londres, vous avez senti la tension, le doute, le frisson du mensonge. Vous avez deviné, soupçonné, douté, espéré, et maintenant, vous savez. Il se leva, fit quelques pas, puis se tourna vers une lampe qu'il éteignit, plongeant la pièce dans une pénombre tranquille. Sa voix continua, douce, enveloppante. La vérité finit toujours par briller, même dans les ténèbres les plus épaisses. Et ce n'est pas seulement une affaire de détective. C'est la vie elle-même. Elle nous met à l'épreuve. Elle nous confronte à nos propres illusions. Mais en gardant les yeux ouverts, en écoutant notre cœur, nous trouvons le chemin. Il s'approcha de la fenêtre, regarda le ciel d'un noir profond, puis ajouta. Que cette histoire vous berce comme une étoile discrète dans la nuit. Qu'elle vous rappelle que, même dans les mensonges, même dans l'ombre, une lumière demeure possible. Puis, avec un sourire léger. Bonne nuit, chers amis. Que vos songes soient doux, apaisants et lumineux. Et souvenez-vous, les petites cellules grises ne dorment jamais vraiment, mais ce soir, elles peuvent se reposer. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager cette série autour de vous, et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain voyage dans l'univers du mystère et de la réflexion. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Et à très bientôt, pour une nouvelle aventure. Bonne nuit.